Bert Kaloud, vous êtes le surintendant du N-Was Cemetery à Sering-Gesnel. Vous avez derrière vous une carrière militaire dans le corps des Marines, et après avoir été assistant du surintendant du Manila American Cemetery, vous êtes aujourd'hui surintendant du N-Was Cemetery. Monsieur Kaloud, quels sont les enjeux de cette bataille de la ferme de la Croix-Rouge au matin du 25 juillet 1918? On the 25th of July 1918, the Rainbow Division was moving forward to take the place of the 26th Division. So the Battle of Belleau Woods had been fought, and across from the cemetery is the 26th Division Chapel. So in the following weeks, they had moved about 10 miles and had been halted by the Germans at La Croix-Rouge Farm. They suffered a high number of casualties and needed to be replaced by the Rainbow Division. So the Rainbow Division had moved from east of Château-Thierry and forward up to the Croix-Rouge Farm. And on the 25th, the day before the attack, was the day that they were exchanging positions and preparing to attack. Dans les Boys d'Alabama, ouvrage particulièrement bien documenté de Nimrod Fraser, on peut lire les propos du Major Smith qui écrit « J'ai toujours eu l'impression qu'attaquer par les bois sans artillerie revenait à sacrifier des troupes. » D'après vous, cette bataille de la Croix-Rouge, c'est de l'héroïsme ou de l'inconscience? You're asking for a simple answer to a complicated question. Well, when the attack began, they had problems using artillery to fire on the Germans because they were exchanging places with the 26th Division. So it was really a coordination problem. But if you read the book, soldiers were running to get into position to start the attack. Some started late, some started early. So whether or not it was heroism or madness, I mean, they were experienced soldiers. They had been in combat. They had savvy officers. They knew what they were doing. They were told to attack, and they got on with it. I wouldn't say they were mad. They're certainly heroic, but they did their duty. They did their duty. They didn't have time to think about where's the artillery or let's get on with it. They ran to the line of departure and they assaulted the positions with no artillery. It's just how it worked out. It's just how it worked out. Bert Kaloud, nous sommes ici au N-Was Cemetery, le deuxième plus grand cimetière américain de la Première Guerre mondiale. Parmi les 6012 hommes enterrés ici, combien se sont battus à la ferme de la Croix-Rouge? I've tried to get you an exact answer. You have to remember at the end of World War I, American families had a choice. They could repatriate the remains to the United States or they could ask for an overseas burial. And it's about a 60-40 split. So about 60% of the identified dead were returned to the United States and about 40% remained here. So not everyone killed at the Battle of Croix-Rouge Farm is buried in France. And some of them are here and some of them are in the Aisne-Marne Cemetery. There were soldiers killed the day before the 26th, the attack, and there were soldiers killed the day after. But specifically on 26 July, the attack started in the afternoon, I believe about 3 p.m., and it lasted into the evening. There are 67 Alabamians killed in what was called the Battle of Croix-Rouge Farm, and 52 are buried here. There's another 14 in Aisne-Marne Cemetery, but they're primarily missing. Their names are engraved on the chapel in Aisne-Marne Cemetery. There's also the Iowa Regiment was involved, and there's 27 Iowans buried here that were killed on the 26th of July at the Battle of Croix-Rouge Farm. So the numbers of the two regiments are less than 100. It would be about 75 Alabamans and Iowans killed at the Battle of Croix-Rouge Farm here in Wazin Cemetery. Okay. Parmi ces hommes, y en a-t-il un qui retient particulièrement votre attention? Pour quelle raison? Well, the author was in D Company, 1st Battalion, 167th. There's 4 of his mates in Plat B. I can't say any one of the 4 stick out. I've looked at all the names, and what stands out is there's a Sergeant James Vaughn from Waterloo, Iowa, who received the Distinguished Service Cross that day. And of all the soldiers buried here, killed at La Croix-Rouge Farm, he's the only one that has a decoration, was decorated for valor, although they were all very heroic soldiers. Monique Bourrier-Siffried, vous êtes française, née à Carthage.
Vous passez de nombreuses années dans différents pays européens avant d'épouser un Autrichien. Vous êtes installé à Atlanta, où vous avez enseigné à l'université d'Emory. Vous êtes passionné par l'éducation et l'histoire, et il y a 17 ans, vous avez créé CASI, Centre de développement et d'études de l'éducation internationale. Son succès est tel que près de 1500 professeurs bénéficient des cours proposés par CASI chaque année. Vous avez, pendant de nombreuses années, été la présidente mondiale de l'organisation du baccalauréat international. Vous êtes membre de la commission américaine du centenaire de la Première Guerre mondiale et vous avez participé à la traduction de l'ouvrage de Nimrod Fraser, Les Boys d'Alabama. Monique Bourrier-Siffried, vous êtes particulièrement impliquée dans le mémorial de la ferme de la Croix-Rouge. Que représente-t-il pour vous? Pour moi, il représente un geste de gratitude, personnellement, vis-à-vis des Américains qui sont venus aider la France pendant la Première Guerre et puis ensuite pendant la Deuxième Guerre. Il représente aussi une piéta, il représente quelque chose de très spirituel, de ce soldat qui, comme le dit le sculpteur, est en fait un ange de la miséricorde. La douceur du visage du soldat qui porte son compagnon mort est très émouvante. Et donc j'ai un sentiment très particulier pour ce soldat. Je reconnais en lui ce désir d'aider l'humanité qu'on retrouve chez beaucoup de militaires, qui sont finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, les plus grands amis de la paix. À plusieurs reprises, Nimrod Fraser, auteur de cet ouvrage Les Boys d'Alabama, vante les qualités de ces hommes. Je cite le lieutenant Louis Great à la page 194. « Je me demande ce que le Kaiser pense des hommes d'Alabama. Et vous, comment les voyez-vous » Je les vois comme des soldats qui revenaient de la bataille de Champagne, où ils servaient sous les ordres du général Gouraud, qui les avait énormément admirés et où on les appelait les tigres d'Alabama. Je les vois fort contents d'eux, assez fanfarons, mais en même temps des hommes très courageux pour qui se battre, c'était devenir quelqu'un, c'était ressembler aux héros de leur jeunesse, leur père, leur grand-père, qui s'étaient battus pendant la guerre civile. C'était une manière pour eux d'honorer le soldat inconnu ou le soldat qui se trouvait dans toutes les petites villes, il y a une statue du soldat inconnu. Donc pour eux, ça représentait véritablement une promotion dans leur statut social. L'armée française est une armée de conscription, tandis que les jeunes Américains, dont font partie les Boys d'Alabama, s'engagent volontairement dans la Première Guerre mondiale. Et c'est quelque chose, nous, Français, qui nous intéresse énormément. Dans cette Première Guerre mondiale, qui pourtant ne se déroule pas sur leur territoire, qui ne les menace pas directement. Quelle énergie peut pousser un homme, un Américain, à agir ainsi au péril de sa vie ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Les premiers sont ceux que je viens de mentionner, qui est le fait qu'ils ont été élevés dans la tradition de la guerre civile, de l'héroïsme des soldats, qui étaient leur père, leur grand-père, les hommes dont ils ont entendu les histoires. Je pense aussi que l'Alabama, et c'est encore le cas aujourd'hui, reste un État rural avec une grande pauvreté. S'engager dans la garde nationale veut dire qu'on va recevoir un salaire et, ce qui est très intéressant, ce qui n'est pas d'actualité pour la Première Guerre mondiale, mais ce sont les soldats américains de la Première Guerre mondiale qui ont insisté pour qu'à partir de la Deuxième Guerre, quand on sert dans l'armée, on reçoive une éducation universitaire gratuite. Donc il y avait ce côté de gagner de l'argent et de devenir une personnalité respectable, respectée dans leur communauté. Et puis il y avait surtout, pour tous ces jeunes élevés dans le sud des États-Unis, où il y a une immense admiration, d'ailleurs comme dans tous les États-Unis, pour Lafayette. Mais Lafayette était revenu en Alabama, comme il était revenu en Géorgie dans les années 20.
nombre de petites villes, de comtés s'appellent Fayetteville, le comté de Fayette, La Grange, selon le château de la Fayette. Donc il y a une véritable affection pour Lafayette. Ils sont revenus pour repayer leurs dettes. Dans son ouvrage « À propos de courage » paru en 1990, Tim O'Brien, vétéran de la guerre du Vietnam, écrivit à la page 100 « Une histoire de guerre véridique n'est jamais morale. La rectitude n'existe pas. La vertu non plus. » L'ouvrage de Nimrod Fraser évoque aussi les sujets qui nous dérangent, comme le fit William Marsh dans Compagnie K, paru en 1933. Y a-t-il chez ces boys d'Alabama une faiblesse qui nous les rend aussi humains, aussi proches de nous finalement? Je pense que pour ces hommes qui arrivaient du sud ségrégationniste, une des plus grandes découvertes qu'ils ont fait en France, c'est de voir que les Français traitaient de même façon les soldats noirs américains que les soldats blancs américains. D'ailleurs, les 2 premiers soldats américains à avoir reçu une croix de guerre étaient 2 soldats noirs américains. Donc ça a sûrement été une découverte. Et aussi, ce qui a été très très important pour ces soldats d'Alabama, qui à mon idée les rend très humains, ils se sont engagés, ils se sont entraînés dans la division Arc-en-Ciel. À ce moment-là, ils y sont entrés comme des soldats du Sud, comme des soldats confédérés. Après avoir combattu côte à côte pendant 18 mois, s'être entraînés et avoir combattu côte à côte pendant 18 mois avec des soldats du Nord, avec des soldats de l'Union, ils sont revenus aux États-Unis en tant qu'Américains. Ça a été véritablement la fusion de la nation américaine s'est passée pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, finalement, a servi de creuset à l'identité américaine, quelque part? Absolument, absolument. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on est en train de réaliser de plus en plus, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui imprègne la population aujourd'hui, cette découverte, ou c'est quelque chose un peu encore d'embryonnaire? Cette découverte, les Américains continuent à peu connaître la Première Guerre. Donc nous avons un travail énorme pour faire connaître l'héritage de la Première Guerre, qui est particulièrement important à l'heure actuelle, où l'Union transatlantique, si vous voulez, va avoir 100 ans, et où il est important de continuer à la construire, parce qu'elle nous a quand même donné bien 80 ans de paix, et donc il faut essayer de la faire fructifier. Quand on lit les Boys d'Alabama, on comprend que la bataille de la ferme de la Croix-Rouge fut décisive dans la 2e bataille de la Marne, pour faire reculer l'armée allemande. On le sait, la mémoire conserve le plus souvent les faits marquants d'une période. Alors qu'est-ce qui explique, selon vous, que cette bataille de la ferme de la Croix-Rouge ne soit pas davantage dans nos mémoires collectives? Alors, pour les Français, si vous voulez, c'était une des multiples batailles de la seconde bataille de la Marne. Elle a quand même eu un rôle important dans la mesure où c'est grâce à cet assaut des soldats d'Alabama et de Iowa que les soldats allemands ont reculé vers l'Ourcq et qu'il y a eu la possibilité pour toute la Rainbow Division de remonter sur l'Ourcq, de repousser les Allemands et finalement de reprendre la ville de Fer et toute cette région aux Allemands. Pour les soldats d'Alabama, c'est une bataille extrêmement importante dans la mesure où ça a été la seconde bataille la plus meurtrière de l'histoire d'Alabama jusqu'à nos jours, après celle de Little Round Top pendant la guerre de sécession. Les États-Unis, aujourd'hui, entrent dans leur centenaire de la Première Guerre mondiale, avec des temps commémoratifs forts. De quelle manière la Commission américaine du centenaire de la Première Guerre mondiale et l'American Battle Monument Commission souhaitent-ils rendre hommage à ces hommes, à cette bataille héroïque? With the American Battle Monuments Commission, our charter was written in the 20s, was headed by General John J. Pershing, who commanded the American Expeditionary
force in France in World War I. One of our pillars is that time shall not dim the glory of their deeds. And our mission is somewhat commemorative because it's nearly 100 years since these men have given their lives. Specifically for the 100th anniversary, the American Battle Monuments Commission will host a series of commemorative ceremonies in our cemeteries. It will commence in May, the anniversary in Cantigny by the Somme Cemetery. It will move on to June, the Marne Cemetery, the Battle of Belleau Woods. Here in Wazane, commemorating the Second Battle of the Marne in July, and through the rest of our cemeteries, the Saint-Mihiel, the Meuse-Argonne, and culminating in November 2018 with the armistice. Alors, en ce qui concerne les commémorations, en ce qui concerne honorer ces soldats qui sont enterrés en terre de France, loin de leur pays, c'est le rôle de l'American Battle Monument Commission. Nous travaillons avec eux et nous sommes associés à tous leurs événements commémoratifs en tant que commission du centenaire de la Première Guerre. Ceci dit, notre rôle est beaucoup plus vaste, puisque notre rôle consiste aussi à commémorer l'effort et les sacrifices de tous les Américains, que ce soit à l'étranger, mais aussi aux États-Unis même pendant la Première Guerre. Pour juste donner un exemple, avec plus de 4 millions d'hommes en uniforme, les femmes sont parties à l'usine, les femmes ont travaillé dans les champs. Vous avez eu aussi un énorme effort philanthropique aux États-Unis. Dès l'année 17, la Croix-Rouge américaine, les femmes américaines, beaucoup d'autres organisations caritatives américaines rassemblaient des fonds pour les envoyer en France et en Belgique. Ensuite, ce qui est tout de même très important, c'est de réaliser que les soldats américains, dont le président Wilson et le Congrès américain, ont décidé d'entrer dans la guerre, non pas parce qu'un acte d'agression avait été fait contre leur pays, mais parce qu'ils voulaient promouvoir la paix. Devant ce massacre terrible de la Première Guerre, il fallait que ça s'arrête. Et donc les Américains sont arrivés pour hâter la venue de la paix. Donc ça, c'est un point très important, comme il est aussi très important que le président Wilson a été véritablement l'âme de la Société des Nations. C'était son but. Et j'aimerais aussi mentionner, parce que c'est extrêmement important, la générosité des Américains après la guerre, la générosité principalement d'individus qui ont aidé énormément à la reconstruction du nord et de l'est de la France et de la Belgique. Et donc cela nous rappelle tous les jours la grande générosité du peuple américain et son profond désir de paix, même si ce n'est pas toujours évident. Bien, je vous remercie vivement de cet entretien. Et puis, nous nous retrouvons bientôt, je le publierai bientôt, bien sûr, en lien avec l'article qui va paraître à propos des Boys d'Alabama. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.